Bon, de retour à la maison. Assez souvent, quand on vient à la maison avec Cécile, on se fait quelque chose. C'est le retour à la maison, quoi. Alors d'abord, on donne des petites choses aux bêtes. Un petit gâteau à Zaza, un petit bout de poisson à la chatte. Ils attendent. Ils n'ont pas seulement pris l'habitude. Enfin, c'est le retour, les retrouvailles. On aurait pu se perdre, on n'aurait plus jamais se revoir. Enfin, c'est un animal, c'est ça. Et nous, on est pareil que des animaux. On les retrouve, alors ils font une petite fête, ils tournent, la chatte, elle frotte, elle saute sur la table, la chienne, avec sa patte, elle gratte, elle en veut encore. Bon, et nous aussi, on veut quelque chose. Et ce qu'on veut, on veut boire une goutte, par exemple. Alors on boit. On boit un peu de café, ou moi je bois un petit canon. Et puis Cécile me dit, qu'est-ce que tu fais là? Aujourd'hui, tu as terminé un dessin, tu fais plus rien, tu te reposes. Ouais, tu as l'air si fatigué aujourd'hui. Je le suis. Alors, petit détour vers les crachats, ou petit détour vers... c'est fou comme on peut parler de... simplement de ce qui est, je dirais, le cœur même... oui, c'est ça, le cœur même de notre vie, quoi. De notre vie physique, alors là. Hein. Bon, puis je dirais que très vite, ça déborde, ou ça revient à, pas du tout l'essentiel, mais ça revient à ce qui est l'un des centres, ou une partie du centre de notre respiration. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lire. Mais tout ce que tu as acheté là, c'est, je sais pas. Mais je le sais, elle le sait aussi. C'était d'ailleurs inutile qu'elle me demande ce que c'est. Non, enfin, ce que c'est. Elle savait bien que c'était des bandes. Quand je sors du papetier à Paris, ou du fournisseur de matériel artistique, ça j'adore. J'adore l'expression matériel artistique. Matériel artistique, oui. Matériel de boucherie aussi, c'est ça. Je monte chez moi, au premier étage. Alors je reviens dans l'atelier où enfin dans le plus petit atelier, celui où je dessine, où je commence toujours mes dessins. Je ne commence jamais dans l'atelier le plus grand, mais toujours dans le plus petit. Si ça foire, bah, je sais pas, la catastrophe sera moins grande. Alors, j'avais sorti la feuille suivante. Il s'est trouvé que la feuille suivante soit double, c'est-à-dire ça fait un grand morceau là. Déplié, ça pourrait devenir un dessin de 2 mètres, 2,20 m, hein, sur, je sais pas moi, 60 de haut, quoi. Enfin, ça fait grand. Plié en deux, et puis encore un pliage dedans. Enfin, bon. Très... je peux m'avancer et dire très intéressant à voir. Enfin, hein. Oh, surprise. Évidemment, il a le fond et les quelques traits, lignes ou ébauches, mais à peine. Vraiment des accidents, des pattes de mouche laissées dessus remontent à... je sais pas, peut-être 6 mois, 8 mois que j'avais fait ça. Je fais toujours comme ça. Quand je vais avoir fini peut-être ces bandes, je vais en faire encore 5 ou 6 ou une dizaine de ce que j'appelle des fonds. Mais ce pas des fonds. C'est un début, c'est-à-dire c'est ce qui empêche d'avoir peur quand on commence. Comme peut-être on a... c'est pas plaisir. On a intérêt, voilà, on a intérêt à retrouver une lettre commencée et abandonnée. Une lettre commencée et abandonnée, voilà. Mais dont on voit tout de suite combien elle était nécessaire à faire. On l'avait pas finie pour des raisons... et qu'elle était adressée ou qu'elle était destinée à un ami, ou etc. Mais bon... Et on a un plaisir immense à la continuer, d'abord à la relire, et brusquement elle s'éclaire, elle s'illumine, et c'est nous qui avons cette illumination. C'est nous qui recevons cette illumination. Et la lettre, non pas est vite faite, mais la lettre est prétexte à.
Puis elle partira pas. Ça, c'est rien. Et pour le dessin, il y a aussi cette lumière que les premiers jets comme ça venus, les premiers petits coups de patte de mouche, hein, c'est vrai, ça n'est pas plus que ça. Un autre qui les découvrirait pourrait croire que c'est précisément ça a été abandonné parce que sans intérêt. Et c'est vrai, mais cette absence d'intérêt laisse à l'intérêt le moyen et la force, je ne sais pas dire suggestive. Ça ne suggère pas encore, ça émet peut-être une aimantation, oui, au lieu d'une émission. C'est quelque chose qui attire. Alors je l'ai laissé sur la table, je l'ai recouvert, je me suis dit demain, on va voir, je veux m'allonger. J'étais fatigué, m'allonger. À peine je m'étais allongé, que je me relevais, je préparais le magnétophone, et je sortais les bandes que j'avais dans le petit sac. Je préparais mon petit coin à nouveau. Je sortais les feuilles, parce que j'ai besoin de noter les heures à laquelle commence la bande, et donc de me prévenir avec ma montre sur la table à quelle heure elle peut s'arrêter. Et voilà. Il y a des surprises qui sont nécessaires, donc il vaut beaucoup mieux savoir où est-ce qu'on en est. Au milieu du parcours, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Je ne pourrais pas dire pourquoi j'ai besoin de savoir par rapport à ma montre quand est-ce que je vais arriver à la fin de cette partie de bande, le côté A ou le côté B. Je sais pas. C'est en même temps un moteur, c'est un élan, c'est un frein, ça participe beaucoup de quelque chose. Mais bon, le petit coin était fait. J'étais prêt. Puis je suis revenu dans le petit atelier avec la feuille qui était étalée, recouverte. Je voyais plus les traces là, mais j'avais préparé, j'avais même mis une lame neuve dans le taille-crayon. J'avais lavé mes coudières, enfin mon tissu éponge que je mets en dessous mes coudes, tellement j'ai mal à force d'avoir les coudes appuyés depuis 40 ans, 45 ans. J'ai vraiment des ampoules aux coudes, mais c'est plus que ça, c'est plus que de la corde, j'ai une déformation. Alors je les protège encore un peu comme ça. Il y a des gens qui ont ça. Cécile, elle a ça aux pieds, avec ses chaussures. Moi, j'ai mes chaussures aux coudes. Puis Cécile est montée, il était 6 heures. Je te dérange? Pas du tout. La chienne arrive, elle ne demande pas si elle dérange. Elle saute, elle fout le bouquin par terre. Elle veut qu'on s'occupe d'elle. Cécile fait à peu près pareil, s'allonge sur le lit. Non pas qu'elle veut qu'on s'occupe d'elle, mais... Alors elle allonge ses jambes. Je mets une main sur une des jambes. À travers les bas, je sens sa chaleur. Elle, ce qu'elle sent tout de suite, c'est « Oh, t'as les mains chaudes, t'as de la fièvre. » Je lui dis « Écoute, arrête de penser tout le temps à t'as de la fièvre. Même si j'en ai, c'est bon que je te touche. » Alors on est d'accord, c'est bon, je te touche. Il y a la chatte qui arrive aussi. Ça fait un paquet. On les regarde. Ils ont perdu un peu. Moi, j'ai dit à Cécile, ils ont perdu de leur animalité. Oui, mais ils ont gagné. Bon, s'ils ont perdu, ils n'ont pas gagné, mais... Il y a quelque chose qui s'est mis en place là, qui s'est fait. C'est sûr que ces deux bêtes, comme les précédentes, mais celle-là peut-être davantage. Parce que Zaza, la chienne, elle a plus de 14 ans, elle va sur 15. Elle a eu sa mère, Bara, et elle l'a eu pendant 10 ans. Et elle a été façonnée par Bara. Et Bara, c'était un chef. C'est elle qui la commandait. Enfin, qui la commandait. La commande de Bara s'arrêtait à... elle l'avait faite et la chienne était fascinée par sa mère. Il y avait un véritable complexe là. Mais non, c'était une harmonie extraordinaire. Elle a perdu sa mère. Et Sirène, quand je l'ai trouvée, quelques semaines après, j'ai trouvé aussi le mâle, l'autre siamois, qui n'était pas son frère de naissance, qui venait d'ailleurs. Et c'était Moujik. Et Moujik et Sirène se sont retrouvés côte à côte. L'une, la Sirène, elle avait 3 semaines, et l'autre, le Moujik, il en avait 4 ou 5, ou 6. Et ils se sont retrouvés frères et sœurs d'une certaine façon. Enfin, ils se blottissaient l'un contre l'autre. Puis comme c'est des siamois, ça finissait par faire deux petites pelotes l'une à côté de l'autre.
c'est plus beau que tous les dessins qu'on peut voir. Mais Zaza et Bara, c'était la même chose. Et comme ce sont des cockers, enfin, oui, une sorte de cocker, le pelage le même, une même fourrure, les mêmes yeux, on peut dire la même tendresse. Quand Zaza a perdu sa mère, ça a été un coup. Et elle avait aussi, on peut dire un peu, quelques années avant, elle aussi avait perdu, comme Sirène, Moujik le chat. Parce que Zaza aimait tout le monde, elle. Aime tout le monde. Bara aussi, Bara était plus brute. Plus artiste, d'une certaine façon. Alors, bon. Moujik est mort. Sirène était tout à fait perdue. Tout à fait perdue. Mais il y avait encore Bara et Zaza. Elle s'est donc rapprochée de l'une et de l'autre. Mais comme Zaza était restée un peu l'enfant de Bara, elle a reçu Sirène qui est venue se coller contre elle et qui est venue la lécher. Et Zaza aimait énormément ça. Ce qui fait que Zaza s'est un petit peu, non pas substituée, mais elle a pris un peu la relève de la tendresse que Moujik donnait à Sirène. Et Bara, elle, était le chef des deux. Elle surveillait bien. Bara en était arrivée à être la mère de Sirène, certainement. Sirène qui avait eu des petits, mais enfin... Bara commandant Sirène et Zaza. Sirène, si plaisant, si complaisamment, en tous les cas, acceptait tout ça. De temps en temps, Bara faisait un peu le bordel, elle gueulait derrière, mais Sirène l'acceptait. Elle acceptait une engueulade, logique ou pas logique, normale ou anormale, mais elle acceptait. C'était bien. Il y avait un chef qui la poussait, qui mettait de l'ordre ou le désordre. Bara était vraiment très désordonné. Et puis elle engueulait aussi sa fille, Zaza. Bara est morte, Moujik est mort. Les deux se sont retrouvés toutes seules. Alors là, c'est l'union complète. L'une étant le crayon de l'autre. Enfin, c'est arriver même à manger qu'à la condition de sentir que l'autre est en train de manger, regardant si l'autre mange, ne se veulant jamais un morceau. Un chat veulerait difficilement un chien, mais elle pourrait le faire. Elle ne le fait pas. Et Zaza, pareil. Et hier, c'est hier que c'est arrivé, on était sur le lit. Donc j'avais ma feuille pliée en deux sur ma table, recouverte d'un grand Bristol blanc, bon, rien. Crayon allongé, là, toc, 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 toc. Taille crayon tout près avec sa lame leuve dedans. Mes coudières lavées, propres, sèches. Moi, soi-disant, me reposant. Cécile arrivant, accompagnée de la chatte et de la chienne. Tout le monde, pof, saute sur le petit divan dans le petit atelier. J'ai un petit divan dans l'atelier. Et on fait le paquet, la tribu, la soupe, tous les quatre. Et on se touche et on se frotte. Et puis il y avait de la musique là, c'était superbe. On écoutait la messe en si de Bach. Et c'est toujours merveilleux ça. J'ai toujours envie de pleurer. Et Zaza aussi, elle doit avoir envie de pleurer parce qu'elle a les yeux qui chavirent quand elle entend ça. Et Sirène, elle, elle lèche Zaza sans doute parce qu'elle voit que sa femme, son mari, son frère, sa sœur, a les yeux qui se retournent, quoi. Elle a vraiment les yeux qui se retournent, Zaza. Et Sirène finit par avoir elle aussi les yeux qui se retournent parce qu'à force de lécher Zaza, les poils de Zaza font passer les yeux qui se retournent de Zaza à Sirène. Et puis nous aussi, on a les yeux qui se retournent. Et toute la pièce se retourne. Et Cécile qui tricotait arrête de tricoter. Et elle dit, c'était quand même un grand croyant. Et Cécile me lance, toi, tu te sens comment? Et je dis à Cécile, mais je te l'ai déjà dit beaucoup de fois. Moi, j'ai la foi. C'est une foi, moi. J'ai la foi. Quand j'entends ça, mais je pourrais te dire aussi quand je vois ça. Je vous vois là toutes les trois. Vous êtes trois femelles là.
sur le divan. Toi, tu as une jambe allongée, une repliée. Toutes les deux, là, elles sont un paquet de volupté. Regarde-les. Alors, en même temps que je dis regarde-les, elles sentent qu'on parle d'elles, elles se retournent à peine. Zaza, les yeux à la renverse, bâillant. Sirène qui regarde à l'intérieur de la bouche de Zaza. Zaza qui la referme, qui pince un petit peu le museau de Sirène. Tout ça dans une extase. C'est aussi ça, la foi. Et Cécile me dit, elles ont été vraiment heureuses. Et je dis, oui, on pourrait se demander aussi si ce n'est pas d'être aimé comme on les aime qui fait que les animaux, mais on pourrait le dire des gens, quelquefois, sauf quand arrive la catastrophe, que ce qui vit quand il est aimé vit peut-être plus longtemps, vit peut-être plus profondément. On peut le dire des hommes entre eux, des hommes et des femmes entre eux. Mais là, c'est l'amour parfait. Même une claque donnée à Zaza n'est pas reçue comme une claque. Il y a quelque chose pour qu'on ait donné une claque, mais sinon, c'est... Donc ce quelque chose, ça veut rien dire. Dans ses yeux, on voit, je m'en fous, tu m'aimes. Tout se ramène à ça, je m'en fous, tu m'aimes. Et quelquefois, ça n'est pas nécessaire de dire je m'en fous. On amène la soupe, ou on amène la caresse, ou on presse un bouton, ou on nettoie une plaie, ou il n'y a pas besoin de je m'en fous, tu m'aimes, on pourrait le dire. Mais c'est la compresse même. Tu frottes, ce que tu frottes même, ce que tu arraches, ma croûte que tu grattes, tu m'aimes. Tu aimes. Ce n'est que ça. Arriver à ça, ça donne que Cécile me demande. Après, ce soir, quand on remonte, tu travailles pas. Je dis non, je travaillerai pas ce soir. C'est demain que tu commences. Ouais. Je dis mais je vais te dire demain. Demain, je reprends les bandes. Et Cécile de me dire, je le savais. Oh, je le savais, tu dis ça comme ça parce que je les ai achetés. Non, je le savais. Alors je m'avance un petit peu plus loin, je dis à Cécile, je ne sais pas si je ne vais pas maintenant, si ça ne va pas se faire comme ça. Il y aura 1, 2, 3 dessins, et puis après 5, 6, ou 1, ou 15 bandes. Puis à nouveau 1, 2, ou 1, ou 10 dessins. Peut-être que quelque chose a bougé. Alors je suis avec mes bandes maintenant. Cécile est en bas, elle grave. Elle est en train de finir des cuivres qu'on lui a demandé à partir de dessins de Dali et de très beaux dessins. Il pleut. Voilà, c'est ça. Le silence est là. Aujourd'hui, maintenant il est 9h30. C'est un jeudi. Ce matin, en me levant, d'abord de bonne heure, 5 heures. Ça a réveillé Cécile qui m'a dit « Quelle heure est-il ?» J'ai menti. J'ai dit « Il est 6h moins 20. »
J'ai menti pour que si elle se rendort, elle se rendorme pas très profondément. Si j'étais seul, je me serais levé. Si ça ne l'avait pas vraiment réveillée, et ça, je me serais levé tout de suite et en robe de chambre, je serais allé dans l'autre atelier parce que le magnétophone, je ne le mets pas dans le petit atelier. Je veux pas. Je le mets dans l'atelier plus grand qui donne sur la rue. J'entends rien là. Je suis bien calfeutré. Je me serais levé, je serais venu dans l'atelier, j'aurais commencé tout de suite. Je ne sais pas comment j'aurais commencé, mais j'aurais commencé. Mais pas fait. Alors je suis revenu, il était que 5 heures. J'avais envie de tousser. J'en ai profité pour ne pas me gêner et tousser, ce qui fait que Cécile dormait en m'entendant tousser. Je vais vite me mettre aux bandes. Alors ce que je voudrais, dans l'immédiat, je voudrais que Cécile se réveille, me dise « Tu veux qu'on se lève ?» Que je sache qu'il n'est que 5h10. L'idéal, ce serait que je puisse lui dire bah, « Écoute, toi tu continues, tu dors, je viendrai te réveiller à 6h30, 7h moins le quart. » Elle aime être réveillée à cette heure-là. Pas plus tard. Mais moi, je vais aller travailler un tout petit peu. Qu'elle me dise à ce moment-là « Ouais, bien sûr. Ah oui, ça me gêne pas. Je t'entendrai pas. C'est dans une autre pièce. Puis je ne crie pas. » Et puis elle dormirait, et moi je commencerais. J'étais chaud. C'est vrai, hein, j'étais très chaud là. Seulement je peux pas faire ça. Ça presse pas à ce point. Hein, ça presse pourtant. Alors je ne vais pas cesser de m'agiter. De bouger les pieds, les genoux. Et je n'utilise pas mon besoin de tout. J'ai un besoin de tout, je l'ai. Même en même temps que je parle là, je réussis à retenir une envie, mais j'ai envie de tousser. J'ai envie de tousser, je ne sais pas si j'ai pris froid ou si c'est un tout petit peu en train de redéconner, mais pas grave. Excuse-moi. Mais, donc je tousse, mais je touche sans me retenir, en faisant le moins de bruit possible. Ce qu'il y a, c'est que j'ai ma montre à cadran lumineux dans une main et je colle mon œil dans le noir et je regarde. Et la putain d'aiguille, elle n'arrive pas à tourner vite. Bon, 5h30, j'entends là, il y a un type qui est avec une 2 chevaux qui démarre là dans le secteur, ou qui passe en tous les cas là, qui fait un bruit de tous les diables. Alors, je me dis, s'il pouvait faire encore plus de bruit, ça réveillerait Cécile, définitivement. Alors on pourrait parler un petit peu, pas trop, parce que si on parle de trop, ça va me gêner. Non pas j'ai quelque chose en tête, je vais commencer comme ça. Rien de ça. Rien. Mais je suis prêt, hein, je me sens, je suis prêt. Je regarde encore après 6h moins. Tourne pas. Ça tourne tout doucement. Cécile commence à bouger un peu les pieds. Je sens que sa respiration est différente. Elle sort lentement. Je pourrais l'aider en m'asseyant dans le lit. C'est vrai, je pourrais. Mais ça n'est pas si urgent que ça, quand même. Et pourtant, ça devient très urgent. Je fais une tentative, c'est-à-dire que je ferme les yeux, je remonte les couvertures, je respire calmement, j'essaye de respirer calmement, très calmement. Encore une autre voiture qui passe dans la rue. Je la connais aussi. Bientôt, il va y avoir l'employé de la boulangerie qui va démarrer, qui fait beaucoup plus de bruit aussi, elle. C'est pas en 2 chevaux, mais elle fait du bruit. C'est une femme jeune qui accélère très vite, qui a une sale gueule d'ailleurs, qui va livrer le pain assez loin, en dehors de la Châtre. Puis après, elle fera un deuxième voyage vers 7h moins le quart. Il est donc 6h.
Je prends ma petite lampe électrique et là je donne un petit coup de lumière, comme pour me confirmer l'heure que j'ai vue. Là, on voit bien le petit point lumineux en haut à la verticale et le petit en bas. Cécile me dit, il faut se lever, il est tard. Je dis non, c'est moi, je suis stupide. Stupide. Tu veux qu'on se lève, dis-le. Non, tout à l'heure, attendons encore un petit peu. Bon, c'est fait. Les bandereos sont mises en place. Va passer encore 10 minutes. C'est vrai, 10 minutes sont passées. Elle repousse les couvertures. Là, j'allume vraiment l'ampoule. La lampe est claire. Quelle heure il est, me dit-elle. Je dis non, mais si tu as envie de dormir un petit peu encore, moi, tu vois ce que je vais faire. Je vais aller me laver parce que j'ai sué un peu cette nuit. Je mens. Mais il est quelle heure? Je dis il est 6h20. Ah, mais on peut se lever si c'est ça. C'est pas vrai, il n'est pas 6h20. Il est 6h05, 6. Je dis non, reste encore un tout petit peu. Je vais allumer, je trouve qu'il fait froid. je vais ouvrir les radiateurs. Je vais dans le grand atelier, j'ouvre effectivement le radiateur, j'aurai chaud. Et puis dans le petit atelier, j'ouvre un petit peu. Je reviens, je fais du bruit. Volontairement, je fais du bruit. Je reviens dans le lit. J'éteins la lampe. Pourquoi tu éteins? Je dis comme ça, parce que on est bien, ça va chauffer tout doucement. Ah, alors elle se recale. Ah bah oui, je fais encore un petit somme de 5 minutes. Mais n'hésite pas, réveille-moi. Merde, j'ai encore 5 minutes à attendre si elle dort. Alors, je n'ai que l'œil sur la montre. Et l'aiguille ne bouge pas. Il est 6h entre 10 et quart. À 6h20, je me lève. Qu'elle veuille se lever ou pas, moi, je me lève. Ça tourne. J'avais quand même quelque chose dans la tête qui était comment je vais démarrer. Hein? Maintenant, je ne sais même plus ce que c'était. J'ai donc perdu ça. Ça m'aurait mené nulle part. Oui, mais j'avais ça. C'est la chiotte de ne pas pouvoir se lever quand même. Oh, c'est pas qu'elle m'en empêche, mais moi, ça me... Non. Il faudrait une pièce beaucoup plus loin. Puis se lever sans qu'elle se rende compte. Mais elle se rend compte de tout. Surtout sur le coup de 5h du matin. À 2h, elle ne sait pas quand je me lève. C'est rare. Elle est vraiment dans un sommeil profond. Cécile aime dormir. Cécile aime beaucoup dormir. Pas dans la journée. Mais dans la nuit, c'est un immense besoin. C'est sa récupération. Elle a besoin. Son père aussi aimait beaucoup dormir. Bon, ça y est, il est pas tout à fait 6h20, mais c'est comme s'il était 6h20. Donc, ça, c'est 6h30, 6h20, 6h30, c'est pareil. Allez, j'éclaire. Ça y est, là, on doit se lever. Oui, on se lève. Ah, j'étais bien. Je dis, ouais, mais t'as quand même bien dormi. J'ai bien dormi. Je dis, alors, on peut se lever. Ce que je veux, c'est qu'elle ne regarde pas sa montre. Parce que si elle voit la montre, elle va me dire, mais il n'est pas 6h20. Et si j'entends ça, je reçois mal. Je le reçois mal. Je lui dis, écoute, je te le dis, hein, je ne sais pas pourquoi, depuis plus d'1h30, 2 heures que je suis éveillé. J'ai envie de me lever, j'ai besoin de me lever. Alors levons-nous. Ouf, elle n'a pas... C'est pas une femme qui rouspète, mais enfin, elle n'a pas eu un petit mouvement de recul, quoi. Elle s'est levée, elle est passée dans la salle de bain, elle s'est donné un coup de peigne. C'est bien ça, parce que l'aiguille avance, ça va nous amener à 25 en bas dans la cuisine. Alors 25, l'horloge de ce côté-là avec ses aiguilles, les aiguilles descendent toujours plus vite que quand elles remontent. Donc elle va arriver en bas, ça sera presque la demi. Donc ça sera gagné, ça sera bien. Elle descend. Je passe vite dans la pièce à côté, je prépare en 5 minutes le magnétophone, le micro, les bandes, j'ouvre les bandes. Ma feuille, tout est prêt. J'avais déjà un peu préparé la veille, mais là, c'est plus que prêt. Et puis, on se retrouve en bas. Elle me dit, t'aurais voulu te lever plus tôt. Oui, c'est vrai, je te l'ai dit, mais pourquoi tu ne me le dis pas? Parce que, alors si vraiment je m'étais levé quand j'en avais envie, c'était 5 heures, alors ça fait un peu tôt, t'as quand même toute une journée.
Tu vas avoir 4 heures pour toi ce matin, puis tu en auras 4 ou 5 même cet après-midi. Faut pas. C'est quand même le maximum qu'on peut faire. Bah écoute, on va pas discuter là-dessus. Allez, on prend le petit déjeuner, et puis après je monte. Je monte, ça veut dire je monte, je fais ma toilette, je m'habille, et puis je vais. C'est-à-dire, si je suis pas pressé, une demi-heure, si je suis pressé, 5 minutes. Je vois qu'elle s'en va, elle, vers sa table. Sa table dans sa pièce à elle. Ça veut dire qu'elle va pas monter tout de suite. Ça veut dire qu'elle ne va monter que dans une demi-heure, si ça se trouve. Fait chier, là. Alors, je sais pas quoi faire. Alors, j'ai dit, écoute, moi, je monte, je vais faire le lit. Hein. J'ai fait comprendre que je voudrais bien qu'elle monte. Mais non. Elle reste là. Elle aime traîner. Alors, je monte et puis j'arrange quelque chose. Je tourne. Je sais que j'ai complètement oublié la phrase avec laquelle j'aurais commencé. La stupidité. Un peu énervé même. Enfin, arrive 8h moins le quart, Cécile est là. Perdu du temps, hein. Beaucoup de temps. Elle me voit dans l'atelier, là, avec le magnéto qui est prêt. Elle me dit, ça y est, c'est fait, t'as préparé ton coin. Je dis, écoute, va te préparer, je te demande ça. Tu peux comprendre ça. Bah oui, mais t'es pas content. Ce n'est pas que je suis mécontent, mais va te préparer. Tu devrais comprendre en tous les cas que c'est vrai que ça n'est pas bien de dire ça. Alors du coup, je décide, je flâne. Alors je flâne, je me lave, je range un peu, je fais pas le lit tout de suite. Elle me dit, mais t'as pas fait le lit? Je dis, non, mais je suis pas pressé. Je ne sais même pas si je vais commencer à travailler ce matin. Alors elle fait la tête une seconde, à cause de moi. Mais non, pas du tout. On est comme ça, c'est moi. Alors du coup, elle va très vite. Elle va très vite et puis elle descend. Ce qui fait que je peux pas m'y mettre. Alors je descends aussi, je la suis. Mais tu restes pas là-haut? Je dis, mais non, mais ça c'est pas ton affaire, c'est la mienne. Bah, écoute quand même, regarde l'heure qu'il est. Il est 8h maintenant, 8h, 8h05. Ne parlons pas de ça. Laissons comme c'est. C'est bien, ça y est. Dans 5 minutes, tout ça, ça va redescendre, se calmer. T'es énervé. Je suis pas énervé. Mais j'aurais voulu commencer, je sais pas pourquoi. C'est pas facile, tu sais. Mais je sais. Allez, on fait un café. Et enfin, je suis arrivé. Là, à la place. Le silence complet dans la maison. Qu'est-ce que j'ai tellement à dire? Bon, que je ne sais pas, ça je suis... Mais qu'est-ce qui rend si puissant cette espèce de force balayante, blessante même pour moi? Est-ce que si à tous les dessins je faisais 1, 2, 3 bandes au lieu de faire 1 ou 2 pages? C'est beaucoup plus qu'une page, hein, là, une bande. Hein. Est-ce que ça prendrait sa place et que je ne sais pas. Je ne me suis pas fait à la violence du dessin. Quand il veut, il me tire, il me pousse, il me fait revenir à la maison. C'est pas pareil pour écrire. C'est pas pareil. Il y a un dégoût. Mais je n'ai pas de dégoût avec les bandes. J'ai un petit dégoût avec le dessin, mais très vite le dégoût s'en va, puis je ne l'ai pas. Quand il est commencé, je suis harponné, et c'est fait, j'y passe. Le rêve que j'ai fait, il est très frais. Je m'en souviens. J'essayais un chapeau. Je sais pas. Chapeau, j'ai pour ainsi dire pas porté de chapeau de ma vie, sauf en 1941. J'ai eu un chapeau, j'avais 17 ans. Je sais pas si dans mon quartier on portait pas les chapeaux.
C'était quelques bourgeois qui les portaient. Et encore, ils étaient souvent nu-tête. Et nous, on n'était jamais nu-tête, on avait toujours une casquette. Toujours. Et j'avais fini par m'inscrire à un cours pour devenir... j'avais eu deux possibilités. Suivre un double cours. C'était le soir, puis j'avais aussi droit à une demi-journée, 2 fois par semaine pour je sais pas quoi, me préparer, me former. Enfin, on me formait. Plus les cours du soir. Bronziste, ça consistait à braser du bronze, à limer du bronze, à faire des soudures de bronze. Et puis électricien. Et électricien et bronziste, ça allait un peu avec, puisque c'était dans le même atelier. Personne n'avait choisi ça, j'ai été le seul sur une quinzaine de jeunes ouvriers un peu bons à rien. Le seul à vouloir faire ça. J'y avais pris beaucoup de plaisir, beaucoup plus que l'électricité. Ah oui, beaucoup plus. Pour moi, je sais pas, toucher, transformer, moi, je ne savais pas ça. Je découvrais ça. Ça m'avait beaucoup plu. Puis il y avait une certaine innovation dedans, enfin, une certaine... il y avait des moments où il fallait non seulement répéter ce que l'on savait pour pouvoir arranger, modifier, etc., mais il fallait un peu inventer, il fallait découvrir l'invention, quoi. Voilà. Il fallait découvrir que là, on pouvait peut-être faire comme ça. On pourrait dire un côté de combine, mais c'est mieux que ce que veut dire la combine habituellement. La combine se révélant très positive, disons. Hein. C'était pas du maquillage. Bon, j'avais donc fait ça. Et puis c'était aussi un endroit où il y avait ça, puis il y avait réparation, mécanicien, machine à écrire, à machine à coudre. Voilà, c'était ça. Alors un petit ajustage, bon. Et un autre cours de tailleur. C'était la chambre de commerce qui organisait ces trucs-là. On était le vivier. Ils allaient venir, moi je travaillais déjà, mais ils allaient venir, les patrons, allaient venir chercher dans ce vivier-là de futurs ouvriers qu'ils allaient fournir, continuer de former, mais ils savaient qu'on était passé par ça. C'était... Je suis pas sûr que ce soit la preuve d'une qualité, mais enfin, comme ils étaient là, ils avaient placé des compagnons qu'ils connaissaient et qui nous formaient. Et le compagnon disait, celui-là est intéressant, vous pouvez le prendre. Quand il aura été bien formé, je vais le dégrossir, vous verrez. Bon, voilà, c'était pas sourd. Enfin, ça m'intéressait pas, hein. Mais je le faisais. J'avais pas d'autre de sortie, hein. C'était une sortie de secours possible. Je sais pas. Et ben, je m'étais trouvé avec les tailleurs dans une cour. Il y avait une petite cour. À notre âge, on joue plus. Alors on formait des groupes ou des couples. J'avais l'amitié difficile, moi. Donc c'était plutôt dans un groupe, quoi. Le groupe des bronzistes, donc il n'y avait pas. Mais j'étais le bronziste qui était dans le groupe des électriciens. Le groupe des électriciens, des jeunes électriciens. Chiant, à 16, 17, 18 ans, c'est fou ce que les gens sont chiants. Ou bien des naïfs, et je n'aimais pas. Ou bien des malins. Alors, je détestais. Des types qui savaient tout, puis qui se révélaient bien souvent malins crapules. Vicieux, si on peut dire déjà. Détestables et détestants, mais formant des groupes de détesteurs. Des groupes de détesteurs qui allaient carrément casser la gueule à d'autres groupes. Et à des groupes qui n'en étaient même pas des groupes d'ailleurs, qui s'étaient agglutinés là, une sorte de troupeau. Mais du côté des tailleurs, c'était aussi... on leur parlait pas.
On ne reparlait pas, on les appelait les aiguilleurs. On ne savait pas que les aiguilleurs, c'était au chemin de fer, ça. Mais les aiguilleurs. Mais j'avais vu que tout le paquet des aiguilleurs portait des chapeaux. Tous portaient un petit chapeau. Un petit chapeau, un petit peu rabattu, là, le devant du chapeau, là, je ne sais pas comment on appelle ça, était un peu abaissé. Mais il portait par contre le chapeau légèrement renvoyé en arrière sur la nuque. Certains le tenaient, la visière, c'est ça, si on peut dire qu'il y a une visière. Il faut dire que nous aussi, on avait des habitudes avec les casquettes. Qui la portait complètement sur l'œil, qui la portait tout à fait sur l'oreille, sur le côté, ce qui ne donnait ni un air voyou ni pas voyou. C'était une convention. Mais on représentait le voyou avec la casquette plutôt sur les yeux. Celui qui la portait sur l'oreille droite ou sur l'oreille gauche, c'était plutôt un air dégagé, un air bonnard, bonasse, connard, qui faisait pas peur. Mais celui qui la portait sur les yeux, ordinairement, il serrait les mâchoires. On pouvait dire moi, je ressentais le besoin de leur foutre un coup de poing dans la gueule. Mais je faisais pas ça, mais cette allure dite mauvaise, qui ne rimait à rien, mais qui préparait les petits marlots. Ils n'avaient rien dans la tête, alors il fallait bien qu'ils aient des gestes. C'est les gestes qui prennent la place de ça. Il n'y a plus de tête, il n'y a que des points. Et puis un matin, je ne sais pas quand, c'est loin, un matin, le coin des aiguilleurs était différent. Mais différent de quoi? Pourquoi? Je sais pas. Puis après, j'ai compris. D'abord, ils s'étaient reculés bien davantage. Ils avaient laissé, disons, plus de place, parce que c'était très délimité dans la cour. Entre nous, il n'y avait pas de délimitation vraie. Mais on avait, je sais pas moi, la cour devait faire 25 mètres sur 25 mètres. Allez, voilà. Je ne sais pas si c'est ça, mais enfin. Bon, ben, nous avions, chaque groupe avait 5 mètres sur 5. Alors, il devait y avoir 4 groupes, bah, ça faisait déjà 20 mètres sur 20, quoi. Puis il restait là où passaient les compagnons au milieu des groupes, entre les groupes aussi d'ailleurs, qui maintenaient les séparations. Les mécaniciens des machines à écrire, qui étaient différents des mécaniciens des machines à coudre, ça faisait 2 groupes. Les électriciens, 3 groupes. Les aiguilleurs, 4 groupes. Je crois qu'il n'y avait personne d'autre. Ah oui, il y avait les coiffeurs. Là, on les appelait les merlans. Mais les merlans, là, ils étaient très très peu. Merlans à hommes et merlans à femmes. Ça devait faire. Ils faisaient les deux d'ailleurs. Celui qui faisait les hommes faisait aussi les femmes. Mais ils étaient une dizaine maximum. Ils nous coupaient les cheveux d'ailleurs. Il y avait des coupes gratuites. Ils nous escagassaient complètement la tignasse. Hein. Fallait voir comment on ressortait là. Mais c'était gratos. Et on disait ceux qui veulent, montez. Tout le monde y passait parce qu'il fallait bien qu'ils se fassent les ciseaux sur quelqu'un. Alors la tactique c'était de ne pas couper beaucoup pour se réserver. Et même il y en avait un qui était complètement tordu, qui faisait une partie de la coupe, puis l'autre, alors ça faisait pas mal ça aussi. Il y avait une partie de la tête qui était faite, puis l'autre partie qui n'était pas faite. Alors ça nous faisait tous rigoler, quoi. Au fond, on s'en foutait. C'était quand même la guerre, hein. C'était 40-41. Hein. Et on était quelques-uns à avoir autre chose dans la tête que de faire attention à ça. Mais malgré tout, ça jouait. Ceux qui portaient les casquettes sur le front, sur les yeux, étant apparemment les plus dégagés, les plus loin de tout ça, et qui exigeaient qu'on leur abîme pas les tifs, quoi, qui disaient tu t'arrêtes, hein, tu t'arrêtes, et puis qui regardait, hop, basta, ça y est, c'est fait, faut plus toucher. L'autre il disait mais j'ai pas fini, il appelait son compagnon coiffeur, quoi, puis il disait il veut pas que je continue, et l'autre qui était un homme, il disait si, faut non, je veux pas, ils abîment tout. Puis ils se levaient, alors ils n'étaient pas toujours frais non plus, même s'ils avaient arrêté. Enfin, ils avaient sauvé une partie de la tignasse. Puis on ne pouvait pas échapper à ça. Mais j'avais remarqué que les tailleurs n'y allaient pas, moi. Ouais. On n'a jamais vu un tailleur là-haut avec les tifs. Mais ce matin-là, oui, c'était le matin.
Il y avait 2 fois par semaine un cours, je crois que c'était le mardi et le jeudi. Alors ça durait 2 heures, ça allait très très vite. Hein. Un cours de bronze pour moi, puis un cours d'électricité. Ça s'appelait théorie électrique. Et puis le soir, alors ça c'était tout autre chose. Le cours du soir, c'était une pratique. C'était une pratique qu'on retrouvait quand on était, comme moi, comme on était presque tous d'ailleurs, déjà employés, déjà arpètes, quoi. Mais là, on touchait vraiment la scie à onglet, on touchait les fils, les boutons, les interrupteurs, les commutateurs. Enfin, on touchait dans les usines, on touchait pas. On faisait le ciment, on perçait les trous, on se faisait engueuler. Et même quand on disait ouais, mais maintenant je sais installer un commutateur, on disait ta gueule. Donc là, on était préparé petit à petit, à peine dégrossi, mais quand même. On retrouvait les mêmes outils que les compagnons servaient dans les usines, mais là, on y touchait. Bon, mais c'était la guerre. Moi, mon père avait disparu, enfin, plus de nouvelles, rien, et on le considérait presque comme mort, enfin.